Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update lecture. Update dans lequel on va parler de mes dernières lectures de 2025. Et donc on parlera même de ma première lecture de 2026 que vous m'avez vu lire en vlog il n'y a pas très longtemps. Pour vous, j'ai quasiment rattrapé mon retard, enfin j'ai rattrapé mon retard du coup en termes d'update, c'est-à-dire qu'à l'heure où je filme cette update lecture, je ne peux pas en filmer un de plus, ce qui n'était pas le cas sur les précédents. Du coup on n'est pas très loin de la fin de cette saga de vidéos, je vous le cache pas, je sais pas combien de vidéos il reste pour vous, je vous dirai ça en vlog très probablement, peut-être que je vous aurais déjà dit ça en vlog, mais voilà, on n'est pas très loin de la fin de ce une vidéo par jour. Mais je suis contente de réussir à me mettre à jour, vraiment c'est très cool. Et donc là vraiment on va être sur 3 lectures de Noël et une lecture d'hiver dans laquelle il fait extrêmement froid. Je suis à fond dans la thématique, je ne peux pas faire mieux. Le premier c'est le Noël d'Hercule Poirot de Agatha Christie. J'ai bien aimé ce livre là. Il n'est pas ultra nécessaire d'attendre Noël pour le lire et de le lire autour de la période du réveillon, etc. Tu peux lire à peu près n'importe quand dans l'année. Je vous dis ça parce que moi qui suis pas une grande fan de Noël, j'ai pas trouvé Noël trop présent et très oppressant dans le livre. C'est un peu un prétexte pour rassembler la famille en question ici, mais ils auraient pu se rassembler pour Pâques ou pour un anniversaire quelconque, tu vois. C'est juste que bon bah c'est Noël et c'est l'excuse que le patriarche de la famille donne à ses enfants pour leur demander de venir tous à Noël pour faire ce rassemblement familial au cours duquel malheureusement il va y avoir un meurtre. Donc en fait pendant toute la première partie du livre, Hercule Poirot n'est pas là, on est avec cette famille là, on rencontre les 4 fils, il me semble qu'ils sont 4 de cet homme, donc on est sur un homme de 70 ans je dirais, par là. Ses fils sont entre 30 et 40 ans, voire peut-être même la cinquantaine, un délire comme ça, et en gros il y en a un de ses fils qui vit toujours avec lui dans la maison familiale, etc. Et les 3 autres qui sont partis à différents moments pour différentes raisons. On est sur une famille avec pas mal d'embrouilles, pas mal de secrets familiales, pas mal de disputes, de différends les uns avec les autres, etc. Et pour ce Noël-là, le père donc envoie des lettres à ses fils en leur demandant de venir pour Noël. Il leur dit qu'il veut réunir toute la famille, que c'est le moment, que c'est Noël et que voilà, tout le monde peut un peu prendre sur soi pour se rassembler à Noël, tu vois. Et donc tout le monde vient effectivement à Noël. Il y a aussi 2 autres personnages en plus des fils et de leurs femmes à chaque fois qui vont se rajouter à tout ça. Et donc voilà, la famille est réunie pour fêter Noël, sauf que l'un d'entre eux va être retrouvé mort. Il me semble que c'est le soir du réveillon, l'après-midi du réveillon, qu'on le retrouve mort, un truc comme ça. Voilà, donc cette personne est morte et eh bien, s'en suivre une enquête. Les gens dans la maison sont d'office tous suspects parce qu'ils sont tous dans la maison et qu'apparemment c'est pas quelqu'un d'extérieur, donc toutes les personnes présentes dans la maison, donc ça comprend tous les membres de la famille, les fils, le père, les femmes, je vous dis pas qui meurt évidemment, donc les fils, le père, les femmes, les domestiques et les 2 invités en plus, qui sont pas de la famille mais qui... Enfin, bref, mais qui sont là dans la maison, tu vois. Et donc le policier local débarque et un espèce d'inspecteur plus Hercule Poirot vont venir pour enquêter. Mais on a bien un bon tiers, voire plus du livre où on suit la famille en fait. On suit l'arrivée des fils un par un dans la maison, on suit les retrouvailles parfois difficiles, les disputes, les échanges un petit peu houleux, les petites piques lancées les uns aux autres, etc. Et ensuite vient la découverte du cadavre, et ensuite Hercule Poirot arrive. On n'est pas dans une histoire où on découvre tout en même temps qu'Hercule Poirot. Nous, on a les infos avant lui. C'est ce genre de construction-là. Franchement, j'ai bien aimé. Je ne vois pas trop dans quelle mesure tu peux deviner la fin de celui-ci en particulier. C'est-à-dire que j'avais suspecté tout le monde, n'importe qui. Du coup, je m'étais dit, bah j'ai forcément le bon. Et en fait, non. Voilà, les rares personnes où tu te dis ça peut pas être lui, ça peut pas être elle, bah en fait, si. Voilà. J'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé, c'est pas le meilleur d'Agatha Christie selon moi, mais j'ai passé un bon moment et c'est une bonne enquête de Noël, une espèce de cosy mystery de Noël, c'est sympa.
Ensuite, j'ai lu Le Père Noël et moi, donc le tome 3 de la saga Noël de Matt Haig. J'ai acheté ce livre sur le site Amariel, et donc c'est un ancien livre de bibliothèque avec toutes les étiquettes et tout. C'est pas ce que je préfère, mais au moins j'ai pu lire le livre. Et des 3 tomes que j'ai lu de cette saga, c'est celui que j'ai le moins aimé. Franchement, j'ai trouvé ce tome-là moins merveilleux, moins à mettre des étoiles dans les yeux et tout. Matt Haig a quand même tendance à poser des univers avec des personnages qui vivent des choses très dures, des enfants qui vivent des choses très difficiles. Dans le tome 1, on suit un petit garçon que son père laisse à sa tante, qui le fait dormir dehors alors qu'ils vivent en Norvège au mois de novembre. Voilà, et donc le petit garçon décide de fuir pour retrouver son père en prenant le risque à travers la campagne norvégienne du coup de mourir dans la neige, tu vois. Donc on n'est pas sur des histoires faciles et des histoires fun à lire, enfin genre vraiment c'est pas léger du tout, tu vois. Mais ici, il y a ce côté un peu lourd, ce passif de notre personnage principal féminin ici, et il n'y a pas grand chose qui vient l'alléger. En vrai, j'ai trouvé ça dommage, vraiment, c'est... Je sais pas, j'ai moins aimé ce tome-là. Donc en gros, dans le tome 1, on suit donc ce petit garçon qui fuit sa tante pour rejoindre son père et qui va tomber sur Lutinville, la ville des lutins du Père Noël, tu vois, en Norvège, je rappelle. Dans le tome 2, on suit Amelia qui vit à Londres, qui a une vie clairement absolument horrible, horrible, vraiment, et qui perd espoir même à Noël. Et en fait, si les gens perdent espoir à Noël, la magie de Noël disparaît, et donc le Père Noël est dans le caca, vous voyez. Et donc, le Père Noël va essayer de redonner espoir à Amelia, et Amelia, malgré sa situation terrifiante, absolument horrible, va sauver Noël. Le titre du tome 2, c'est la fille qui a sauvé Noël. Voilà, et donc ici on retrouve tout ce petit monde à Lutinville. Nos personnages du tome 1 et du tome 2, ils sont tous à Lutinville avec le Père Noël, etc. etc. Et les humains sont donc dans la ville des lutins, et il y a certains lutins qui n'aiment pas voir les humains dans leur ville, et qui vont essayer de faire croire à la population donc de lutins que les humains sont là pour foutre le bordel, pour prendre possession de la ville, pour marcher, écraser les lutins, alors qu'en fait pas du tout, tu vois, mais c'est ce que ces lutins-là, enfin ce petit groupe de lutins essayent de faire, et ça va très très mal tourner parce que sans le vouloir, Amelia va donner raison à ces lutins, et s'ensuit un enchaînement de catastrophes et de décisions catastrophiques, vraiment. Et donc on suit Amelia là-dedans, dans cette première partie où elle fait n'importe quoi, et après, il faut réparer les dégâts, et elle rame. Vraiment, elle rame littéralement, etc. Et en fait, normalement, on a toujours une première partie très triste où tu vois littéralement les personnages tomber au fin fond du trou, et dans la deuxième partie, tu les vois remonter du trou et essayer de s'en sortir et d'avancer et tout, tu vois. Et là, cette deuxième partie, j'ai pas l'impression qu'elle existe réellement. J'étais en mode, mais en fait, c'est juste vraiment triste, quoi. C'est Noël et tout, faut sauver Noël, faut faire les cadeaux pour aller faire la tournée de Noël pour les enfants et tout. Mais t'as l'impression que c'est forcé, alors que c'était pas le cas dans les tomes d'avant. Et du coup, j'ai moins aimé ce tome 3, mais je l'ai quand même lu en entier. Voilà, on a des petites illustrations comme ça. Ça se lit quand même très très bien. Je l'avais dit en vlog, je voulais terminer ce livre-là le 24, et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Du coup, je l'ai lu un petit peu chaque jour entre, je sais pas, le 20 et le 23 décembre. Et le 24, je me suis posée, pardon, et j'ai lu les dernières pages qui me restaient. Je crois qu'il me restait une cinquantaine à lire. Voilà, c'est ce que je voulais faire, et j'ai réussi à faire ça. Mais je suis quand même déçue par ce tome 3, on va pas se mentir. Il me reste un tome 4, enfin il y a un tome 4 à cette saga à lire. Mais alors j'ai déjà énormément galéré à trouver ce tome 3. Je sais pas si je réussirai à trouver le tome 4 qui a un titre avec une espèce de souris ou un truc comme ça. Mais je vais quand même tenter de trouver et de lire ce tome 4. Je suis pas déçue par ce tome 3 au point de ne pas vouloir le continuer. Mais bon, si vous voulez vous arrêter à la fin du tome 2, vous pouvez. Vous voyez, c'est pas une grande perte de ne pas lire ce tome 3, je trouve.
Le livre suivant, c'est un autre Cosy Mystery de Noël, donc c'est Les 4 petits meurtres de Noël de Alexandra Benedict. C'est le deuxième livre de l'autrice que je lis, puisque l'année dernière j'avais déjà lu un Cosy Mystery de Noël écrit par elle. Je sais pas si je vais m'en procurer un pour cette année. À voir dans le courant de l'année, j'en ai pas eu dans le calendrier de l'avant de Once Upon a Book, comme celui-là je l'avais eu, et l'autre aussi il me semble. Mais bref, je verrai. Déjà, première information ici, le résumé est mensonger. Dans le résumé, ça met le 1er décembre, Edith O'Sullivan, octogénaire, acariâtre et solitaire, trouve sur le pas de sa porte un mystérieux colis. C'est pas le premier, c'est le 19 novembre qu'elle reçoit ce colis. Je sais pas pourquoi ils ont mis le 1er décembre pour en faire un genre de calendrier de l'avant, mais c'est pas le cas du tout. Vraiment, elle reçoit ça le 19 décembre. C'est marqué là, voyez, donc bref. Donc elle reçoit un colis avec une lettre et quelques pièces de puzzle. Et dans la lettre, on lui explique que on va tuer des gens. La personne qui a écrit cette lettre, le meurtrier donc, lui dit « Je vais tuer des gens, mais je te donne à toi la possibilité de résoudre ce mystère avant que je n'accomplisse entièrement ma mission et que je tue toutes les personnes que j'ai prévu de tuer. Tu peux, si tu résous le truc, m'arrêter avant que j'ai fini, tu vois. » Eddie, octogénaire, est un petit peu en mode... déjà, elle comprend pas trop pourquoi on lui envoie ça à elle, et nous non plus, on est en mode, mais pourquoi choisir une mamie de 80 ans pour... C'est très chelou, tu vois. Elle en parle à son neveu qui travaille dans la police, et elle lui donne certaines informations, mais pas toutes, et en gros, nous, on va suivre 2 enquêtes séparées sur ce colis reçu et le premier cadavre retrouvé, parce que malheureusement il va y avoir un cadavre de retrouvé peu de temps après. Donc on a d'un côté Eddie qui a la lettre, les informations et qui essaye de se rappeler, de souvenir et tout. Elle se dit que si on lui a envoyé à elle, c'est lié à elle, à sa vie privée, tu vois. Donc elle cherche, tu vois. Elle a aussi les pièces de puzzle qu'elle essaye d'assembler, etc. Et donc elle essaye de mener son enquête de son côté. Et de l'autre côté, on a son petit neveu qui est en fait son fils adoptif. Qui est flic et donc à qui elle a donné certaines informations, qui lui aussi va mener son enquête avec son équipe de police, et donc de son côté à lui on a la découverte du cadavre, les éléments retrouvés dessus, où, quand, comment, à quelle heure, etc. etc. On a pas mal de choses, d'informations que lui a et que Eddie n'a pas, et donc nous on a les 2 enquêtes en parallèle, on voit les 2 personnages mener leur enquête en parallèle. Assez rapidement, l'autrice, je trouve, dirige le lecteur ou la lectrice vers un suspect potentiel. Franchement, je me suis dit d'accord, tu veux que je le suspecte lui? Allons-y. Je sais que c'est pas lui parce que c'est trop gros, mais allons-y, tu vois. Et on est dans le genre d'histoire où pour moi tu peux pas vraiment deviner qui a fait ça parce que tu t'as pas les bonnes informations en fait, et c'est voulu. Et donc voilà, au fil de l'histoire, Eddie va recevoir d'autres lettres, d'autres morceaux de puzzle et essayer de comprendre ce qui se passe. Et à la fin, elle essaye de... À la fin, en fait, à la fin, tu comprends qui fait ça, pourquoi, et pourquoi on a envoyé les messages à Eddie. On est sur une personne qui réfléchit pas tout à fait qui réfléchit pas tout à fait comme la plupart des gens réfléchissent. J'irai pas jusqu'à dire qu'elle se trompe et que c'est mal, enfin c'est mal ce qu'elle fait parce qu'elle tue des gens, des personnes, mais on l'a quand même pas mal fait galérer, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose, il y a des choses qui expliquent ce qui se passe, ça n'excuse en rien, mais franchement c'est bien tourné, c'est bien amené, les thématiques sont ultra chouettes, ultra cool, il y a peut-être quelques longueurs et j'ai moins aimé ce livre-là que celui que j'avais lu l'année dernière, mais en fait je me suis prise au jeu et je l'ai lu quand même assez lentement sur le début du mois de décembre je dirais, et je l'ai terminé... Je sais plus si j'ai terminé le 24, peut-être que je me suis trompée dans l'ordre des livres, mais c'est pas très grave. Mais oui, j'ai mis un petit peu de temps à le lire, mais enfin, je me suis posé la question une fois ou deux, est-ce que je vais au bout, est-ce que j'arrête? Mais j'avais quand même envie de connaître la fin de l'histoire, j'étais quand même assez accrochée pour vouloir continuer, et même s'il y a certaines longueurs, je lisais autre chose en parallèle, je lisais des BD, je lisais j'ai commencé le... J'ai lu des livres que je vous ai montrés dans l'update précédent en parallèle de celui-ci. Du coup, ça m'a pas trop dérangé d'y passer du temps. Et voilà. Et l'autrice a mis dedans des énigmes que tu peux résoudre en tant que lecteur. Franchement, moi j'ai eu la flemme.
Je l'ai pas fait, mais voilà. Jeu 1, les anagrammes des romans de Charles Dickens. Dans certains chapitres, elle a écrit des anagrammes des romans de Charles Dickens. Alors, c'est les titres en VO, évidemment. Jeu 2, en hommage à la géniale Christine McVie qui nous a quittés en 2022. J'ai disséminé les titres de 16 chansons de Fleetwood Mac dans ce roman. Je connais pas Fleetwood Mac, donc j'ai pas cherché. Et jeu 3, à chaque début de chapitre, une pièce de puzzle contient une lettre ou un caractère typographique. Réarranger les pièces pour retrouver une célèbre chanson de Noël et son interprète. Pareil, franchement, j'ai eu la flemme et à la fin, il y a quand même les réponses. Si vous voulez, il y a les réponses à la fin, mais j'ai pas été regarder. Et à la fin aussi, on a une recette d'apéritif d'un des personnages que un des personnages boit dans le livre et du moelleux aux pommes, fait par Eddie. Voilà, franchement, c'est un assez bon cosy mystery de Noël. C'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire non plus. Voilà. Et enfin, le dernier livre, vous m'avez vu le lire dans le vlog 10 jours 10 livres partie 1, puisque c'est Alice le risque, super exploratrice, le tome 2, Mission Antarctique de Jennifer Bell et Alice Likens, illustré par Pauline Duhamel. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et je pense que j'ai préféré ce tome 2 avec le recul. Ici, donc dans cette saga, on suit Alice qui au début du tome 1 découvre que ses parents faisaient partie de la super, ses parents ont disparu, sont décédés, on n'a pas trop de détails là-dessus, mais elle vit avec son oncle et donc avec ses parents. Donc il y a un rat musaraigne à trompe qui débarque dans la chambre de l'appartement dans lequel elle vit avec son oncle pour lui dire que ses parents faisaient partie de la super, que si elle veut, elle peut intégrer cette société qui protège les animaux et plus particulièrement les espèces en voie de disparition. Donc voilà, elle peut intégrer cette société si elle veut et faire des missions à travers le monde pour aider ces animaux, sauver ces animaux, comprendre ce qui se passe, etc. etc. Évidemment, elle accepte et donc elle intègre cette société. Et dans le tome 1, elle fait une première mission dans la forêt amazonienne, il me semble, un truc comme ça. Et donc ici, elle est envoyée en Antarctique, là où il fait froid, où il y a de la neige, où il y a de la glace. Tu sens quand même assez bien le froid. Bon, on est sur... moi, ça me fait penser un peu au Total Spice, tu vois. Elle a toujours les équipements qu'il faut, la combinaison qu'il faut. Elle n'a pas froid, tu vois. Genre, elle a la combinaison anti-froid, hyper fine, mais qui tient super chaud et tout, tu vois. Donc, tu ressens pas tout à fait le froid. Mais bon, on est quand même en Antarctique avec la glace, la neige, etc. En fait, sur place, là-bas, il y a une base avec 3 agents à l'intérieur qui sont chargés d'aider les animaux marins d'Antarctique qui sont un petit peu agressés par la pollution humaine, le plastique, tout ça, etc. Donc voilà, ils les aident, ils les soignent et puis ils les remettent dans leur milieu naturel. Et depuis quelques temps, dans cette base, ils sentent des tremblements. C'est pas des tremblements de terre, ça vient pas du problème sismique dans la région, tu vois, ils ont déjà vérifié, ils ne savent pas d'où viennent ces tremblements. Le problème qui se pose, c'est que ces tremblements endommagent la base, et que si ça continue, bah, la base va finir par être détruite entièrement. Donc il faut faire quelque chose, il faut trouver d'où viennent ces tremblements, et donc c'est pour ça que Alice et Hattie, la musaraigne à trompe, sont envoyés sur place pour enquêter et trouver d'où viennent ces tremblements, parce que les agents sur place s'occupent des animaux, ils peuvent pas tout faire en même temps. Genre. Donc voilà, on va suivre Alice et Hattie qui enquêtent, qui cherchent d'où viennent ces tremblements, et puis qui essayent aussi de mettre un terme à ces tremblements, tout en aidant les agents sur place. Franchement, j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé. Ça me rappelle beaucoup Inspecteur 00, une saga d'enquête avec des animaux. Vraiment on a ce côté animaux qui parlent, animaux vivants, qui est gentil, qui est méchant. Ça rappelle aussi un petit peu Zootopie, forcément parce que j'ai vu le film il y a pas longtemps. Mais voilà, on est dans ce genre d'histoire avec des animaux qui parlent, des animaux humains et qui échangent avec des humains ici, puisque Alice est une humaine. J'adore ce genre d'histoire. Il y a des gens qui ont la phobie des animaux qui parlent, des animaux habillés et tout. Moi j'adore, je suis ultra fan. J'ai le tome 3 dans ma palle, vous l'avez vu normalement dans le book haul, donc j'espère le lire dans pas très longtemps et franchement je vous conseille cette saga. On est sur une saga illustrée, je peux vous montrer, voilà, on a ce genre d'illustration. Vous voyez, il y a des humains, des animaux, de toute taille, de toute espèce, et ce genre d'illustration un peu plus grande. Franchement j'adore.
Je trouve ça hyper cool, je suis trop fan. En fait j'avais bien aimé le tome 1 et ce tome 2 vraiment j'ai adoré. J'ai trouvé ça absolument génial. Pour tout vous dire, pour moi, il va être l'heure de manger et monsieur a commencé à faire à manger. Ça sent ultra bon, faut absolument que j'aille manger. Donc je vais m'arrêter là pour cette update. De toute manière, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur ces 4 livres. J'espère que la vidéo vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.